Bonjour à tous. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce deuxième webinaire organisé par la FRS qui vise à analyser les implications stratégiques des derniers événements ayant eu lieu en Iran. Il y a une dizaine de jours, Laure Fouché avait réuni autour d'elle un panel d'experts régionaux et internationaux pour mettre en avant les perspectives des différents acteurs impliqués. Cette conférence peut d'ailleurs être retrouvée en ligne sur notre site internet et sur YouTube. Aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu plus sur les implications en matière de prolifération nucléaire et balistique. Comme vous le savez, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 24 juin dernier. Pourtant, beaucoup d'incertitudes et d'inquiétudes continuent de demeurer sur les conséquences, les implications de l'affrontement. Cela a d'ailleurs conduit le président Macron à appeler Vladimir Poutine hier pour justement évoquer le sujet iranien. Au rang des incertitudes, il y a trois grands éléments que l'on peut citer. Tout d'abord, concernant les destructions en Iran sur le programme nucléaire lui-même. On a pu entendre les déclarations du directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, qui a estimé qu'il y avait probablement des dommages conséquents sur les sites d'enrichissement de Natanz et de Fordow, sur l'usine de conversion et les autres sites d'Ispahan, sur le réacteur d'Arak et les différents sites de R&D à Karaj et à Téhéran. Néanmoins, c'est difficile aujourd'hui de savoir dans quelle mesure ces destructions vont ralentir ou même bloquer le programme nucléaire dans le court et moyen terme. Par ailleurs, on ignore, en tout cas en source ouverte, le statut des fameux 400 kg d'uranium hautement enrichi à 60% qui avaient déjà été produits par l'Iran. On ignore également si l'Iran avait construit d'autres installations, éventuellement clandestines, qui lui permettraient de reprendre son programme. Donc, sur vraiment les infrastructures nucléaires, beaucoup d'incertitudes. Au niveau diplomatique, le Parlement iranien a annoncé son intention et même l'interruption de la coopération avec l'AIEA. Il a également annoncé qu'il étudiait la possibilité de se retirer du TNP. Et pour autant, pour l'instant, et tant que ce n'est pas le cas, le pays est toujours légalement tenu de laisser l'AIEA entrer sur son territoire et effectuer des inspections sur ces sites déclarés. Donc là, il y a également une incertitude sur la manière dont ce processus normal d'inspection pourra ou ne pourra pas reprendre son cours. Et puis enfin, si on estime que les estimations de l'administration Trump sur les destructions justement sont trop optimistes et que, à l'inverse, l'Iran pourrait être tenté d'accélérer ses efforts pour disposer de l'arme nucléaire, on ignore dans quelle mesure le pays a véritablement travaillé sur cet aspect de militarisation du programme depuis les révélations qui avaient eu lieu et qui avaient été faites par l'AIEA autour de 2003, depuis les révélations aussi et les documents diffusés par le Mossad depuis. Avec les frappes israéliennes également sur le programme balistique, on ne sait pas si ce programme pourrait être toujours considéré comme un vecteur pertinent pour porter une éventuelle arme nucléaire. Alors, pour évoquer toutes ces questions et les remettre dans leur contexte, j'ai le plaisir d'être entourée de quatre collègues de la FRS. Nous allons commencer par Bruno Tertrais, directeur adjoint, qui va nous offrir une perspective globale de cette crise. Ensuite, nous entendrons Laure Fouché, maître de recherche, spécialiste du Proche-Orient, qui nous parlera notamment des incertitudes qui existent autour du cessez-le-feu et de la manière dont la situation peut désormais évoluer. Je passerai ensuite la parole à Benjamin Haute-Couverture, maître de recherche également, qui est notamment spécialiste des questions de non-prolifération et de dissuasion, qui va évoquer la manière dont l'opération israélienne peut s'analyser justement sous l'angle de la dissuasion. Et puis nous conclurons avec Alice Joyeux, chargée de recherche spécialiste des questions balistiques et antimissiles, qui va justement évoquer l'importance du balistique dans la stratégie iranienne et les conséquences de la guerre sur cette capacité. Voilà, alors je donne désormais la parole à Bruno Tertrais pour une première présentation. Merci Emmanuel. Trois brèves remarques sur l'opération et ses conséquences qui seront bien sûr développées par mes collègues. D'abord en complément de ce que tu viens de dire sur l'état du programme de militarisation. Je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler que contrairement à ce que nombre de commentateurs ont dit un petit peu trop rapidement, les évaluations américaines de ce qu'étaient ces travaux de militarisation ne se limitaient pas à la déclaration de Madame Tulsi Gabbard, qui avait dit, en gros, ce qui était confirmé par tous, nous n'avons pas d'indication sur laquelle l'Iran aurait décidé de fabriquer la bombe, pour faire simple. Il y avait à la fois du côté américain et du côté israélien
des signes, alors qu'on peut trouver crédible ou non, mais nous n'avons pas, nous, la possibilité de le faire, de là où nous sommes. Il y avait séparément du côté américain et israélien des indications selon lesquelles des activités préliminaires, à tout le moins, avaient été reprises, voire accélérées dans les mois qui précédaient. En ce qui concerne, là encore, Laure va développer ce point, j'imagine, mais moi, il y a un constat qui me semble évident, c'est un constat négatif, c'est-à-dire ceux qui espéraient ou craignaient que le régime soit, soit sérieusement ébranlé par les opérations israéliennes et américaines, doivent constater aujourd'hui que ce régime est plus résilient, plus résistant que ce à quoi certains s'attendaient. Ce qui ne veut pas dire qu'on a assisté, à mon sens, à une vague de nationalisme exacerbé qui aurait été due au bombardement eux-mêmes. Enfin, dernier point sur la décision ou non de quitter le traité de non-prolifération, je crois qu'il y a vraiment plusieurs scénarios. On peut imaginer un scénario où l'Iran quitte le TNP mais ne procède pas à des activités de militarisation. L'Iran ne quitte pas le TNP mais procède, s'il le peut encore, à des activités de militarisation, ou le scénario où il ferait les deux. Les paramètres politiques de ces décisions seraient très différents. Alors, juste un mot sur les États-Unis, sur la Russie, mais aussi sur la Chine. Sur les États-Unis, je crois qu'il y a une vraie interrogation sur la capacité et surtout la volonté de Donald Trump de procéder à de nouvelles opérations si les États-Unis découvraient que les Iraniens procédaient à de nouvelles activités sensibles, ou si, ce qui ne semble pas être le cas, Téhéran décidait de frapper les intérêts américains en riposte d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement. Évidemment, pour l'instant, ça ne semble pas être le cas, puisque, on va dire, la théâtralisation de la frappe sur Doha semble indiquer que l'Iran n'a pas l'intention d'escalader de son côté. Deux mots sur la Russie. Je crois qu'on ne peut pas dire que tout ce qui se passe en ce moment soit une bonne nouvelle pour la Russie, puisqu'elle voit un deuxième allié ou pays ami au Moyen-Orient être soit prendre ses distances avec Moscou, soit être affaibli, comme c'est le cas pour l'Iran. Donc après la Syrie, l'Iran. Pour moi, et peut-être que mes collègues auront plus de choses à dire, il y a une véritable interrogation sur la question suivante. Dans quelle mesure est-ce que ce qui se passe depuis 15 jours affecte ou non la nature et l'ampleur du soutien technique apporté par l'Iran en matière de drones vis-à-vis de la Russie et donc avec ses implications sur la guerre en Ukraine. Alors, il semble que les Russes aient moins besoin de l'assistance directe des Iraniens aujourd'hui, mais si mes collègues avaient quelque chose à dire là-dessus, je pense que ce serait assez intéressant. En tout cas, ce qui se passe n'est pas une bonne nouvelle pour Moscou. Nous verrons quelles sont les leçons tirées du côté russe de l'appel du président de la République française hier, qui semblait ouvrir la voie à des formes d'initiatives diplomatiques. Euh, un mot sur la Chine. Un mot sur la Chine. Je pense que pour la Chine, ce qui se passe depuis 15 jours est à double tranchant. D'abord, la Chine bénéficie, ou estime bénéficier, de tout ce qui détourne l'attention de l'Asie de l'Est, et en particulier du détroit de Taïwan. Mais la Chine n'aime pas l'instabilité, surtout lorsque cette instabilité peut conduire à mettre en danger ou à retarder, reculer ou compliquer son approvisionnement en pétrole iranien. Alors, la Chine a fait des stocks, elle n'est pas vulnérable à ce fameux scénario qui ne semble pas être d'actualité aujourd'hui, mais le fameux scénario du blocage partiel ou total du détroit d'Ormuz. Mais je pense que comme sur cette affaire iranienne, comme sur beaucoup d'autres affaires moyen-orientales, les leçons sont un peu enfin les conséquences plutôt sont un peu à double tranchant pour la Chine. Voilà, j'en reste là pour l'instant, Emmanuel. Merci beaucoup et je pense que c'est très utile de rappeler que la crise de prolifération iranienne n'a pas impliqué historiquement que Israël et les États-Unis, bien au contraire, et qu'en effet la Russie et la Chine étaient bien sûr impliquées, d'ailleurs également les puissances européennes, donc c'est vraiment important de prendre leur réaction et leur perception en compte. Je donne maintenant la parole à Laure Fouché pour nous parler plus précisément du cessez-le-feu et peut-être aussi des perceptions israéliennes. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc oui, je vais dire deux mots sur sur la viabilité du cessez-le-feu qui selon moi, est pas nul, hein, même s'il y a beaucoup de critiques, parce qu'on le voit très bien aujourd'hui, le cessez-le-feu tient.
c'est surtout sur le plus long terme qu'elle est incertaine parce que, comme Emmanuel tu l'as déjà mentionné tout à l'heure, elle repose sur de nombreux inconnus. La première étant l'impact des frappes israéliennes et américaines. Je ne vais pas revenir là-dessus, vous l'avez tous les deux mentionné. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une évaluation fiable de l'impact des frappes prendra probablement du temps. Et c'est là où le premier écueil de ce cessez-le-feu apparaît, c'est que si Téhéran refuse effectivement le retour des inspections de l'AIEA, qui est le seul à même de donner une évaluation fiable sur les capacités restantes, cela risque de créer effectivement une nouvelle crise et de faire totalement voler en éclats le cessez-le-feu. Le refus soulève également une question cruciale dont on n'a toujours pas de réponse, c'est est-ce qu'il cacherait des intentions iraniennes de se précipiter vers la bombe ou est-ce que cela est envisagé pour être envisagé comme nécessaire pour construire un levier politique si Téhéran pensait revenir à la table des négociations? Euh, le deuxième écueil, c'est les termes de l'accord. Il y a eu beaucoup de tractations entre le Qatar, l'Iran, Israël et les États-Unis, mais pour le moment, c'est quand même très clair que ce cessez-le-feu ressemble davantage à une cessation des hostilités qu'un cessez-le-feu qui détermine très précisément les engagements des uns et des autres, les lignes rouges des uns et des autres. Donc ça le rend très fragile, évidemment, et notamment en l'absence de perspective d'un accord politique et technique qui serait à même de régler durablement la question nucléaire iranienne. Parce que là, aujourd'hui, je pense que la question clé est en effet comment on revient à la table des négociations, quel type d'accord on peut envisager aujourd'hui après ces frappes. Alors, plutôt que faire de la prospective qui est devenue, je pense, un exercice très périlleux aujourd'hui au Moyen-Orient, on peut quand même essayer de comprendre un peu ou envisager au mieux le calcul des protagonistes pour tenter de voir quels pourraient être les scénarios à l'avenir. Pour mieux comprendre les enjeux de vue Téhéran, je crois qu'il faut quand même revenir sur le fait que la capacité de dissuasion de Téhéran a été quasiment anéantie. Tous ces piliers de sa stratégie se sont effondrés les uns après les autres. C'est dû notamment, je pense, à deux erreurs de calcul fondamentales de la part de Téhéran. La première, ça a été l'erreur stratégique d'entrer en confrontation directe avec Israël en avril, après le bombardement du consulat iranien à Damas et en octobre dernier. Je pense que Téhéran a pris le risque d'aller sur un terrain sur lequel il ne pouvait pas gagner, à savoir une confrontation militaire directe et conventionnelle avec Israël, que Téhéran a probablement voulu miser un peu sur le bluff, pardon, en tentant de montrer sa détermination, mais sans avoir pour autant les moyens de sa dissuasion. Et donc je pense qu'en fin de compte, ces confrontations ont davantage montré leur vulnérabilité qu'autre chose. Je pense que la deuxième erreur qu'a faite Téhéran réside dans la compréhension de leur adversaire, à savoir ici Israël. Je pense, et ce n'est pas du tout les seuls, hein, les décideurs iraniens, pardon, ont pas enregistré à quel point le 7 octobre avait dramatiquement changé la doctrine stratégique israélienne et changé aussi les mentalités en Israël. En Israël, aujourd'hui, on se perçoit comme en guerre. Et dans ce contexte, Israël a largement abaissé son seuil de tolérance de perte humaine en cas de confrontation. Et donc, ce changement, en fait, les a rendus moins vulnérables aux attaques iraniennes, alors que c'est aussi sur cette asymétrie de seuil de tolérance que reposait aussi en partie la dissuasion de l'Iran et du Hezbollah, etc. Alors, qu'en est-il aujourd'hui? Je pense que Téhéran n'a pas beaucoup d'options. Plusieurs leaders iraniens suggèrent que l'Iran est toujours ouvert à la diplomatie. Mais même si on parvient à ramener les décideurs iraniens à la table des négociations, les pierres d'achoppement autour d'un accord risquent de rester les mêmes, à savoir en premier lieu la question du droit à l'enrichissement sur le territoire national. Et donc la question, selon moi, est de savoir si, premièrement, à Téhéran, on considère que la poursuite d'un programme nucléaire reste un projet viable, sachant qu'il est fort probable, comme l'a mentionné Bruno, que les États-Unis frappent de nouveau en cas de reprise. Et deuxièmement, quelles sont les options alternatives? Sachant que la crédibilité de ces options alternatives repose aussi sur la capacité de l'administration Trump à apporter des garanties sécuritaires à Téhéran en cas d'accord. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui à entrevoir comment on peut sortir de cette équation impossible. Peut-être deux mots sur les enjeux vus d'Israël. Je l'ai dit tout à l'heure, donc la vulnérabilité des capacités défensives iraniennes, le fait que les capacités offensives iraniennes puissent enclencher des pertes acceptables aux yeux des Israéliens. Évidemment, l'affaiblissement du Hezbollah fin 2024
fait que Benjamin Netanyahou voit une opportunité en or unique pour mener des frappes en Iran. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai envie de dire, les jeux sont faits. Et la seule question qui vaut dès lors est celle de la position des Américains. Comment on obtient le feu vert des États-Unis? Comment on convainc Trump que des frappes israéliennes ne vont pas entraîner les États-Unis dans la guerre, mais au contraire représentent une opportunité pour avancer sur le projet de paix régionale, voire en cas de frappe américaine, une opportunité pour illustrer la détermination et la capacité de Trump à user de la force pour avancer sur le plan diplomatique. Et je me souviens dans mes entretiens à Tel Aviv que les Israéliens présentaient le cas iranien aux Américains comme le dossier idéal pour faire montre de la nouvelle doctrine Trump Peace for Strength, parce que dossier jugé moins complexe et moins risqué que le dossier ukrainien et bien sûr la question de la Chine. Donc à partir de ce moment-là, la position du Premier ministre israélien était depuis le début de saboter les négociations en tentant de convaincre les décideurs de l'administration Trump que non seulement seule la position de zéro enrichissement pouvait empêcher l'Iran d'accéder à la bombe, mais aussi en chargeant un peu la barque de la table des négociations au maximum, à savoir en exigeant que la question balistique, la question régionale soient intégrées dans tout futur deal. Et donc, tout l'enjeu pour le gouvernement de Benjamin Netanyahou était d'obtenir un feu vert pour des frappes israéliennes dès que les négociations achopperaient et idéalement de convaincre par la suite les Américains à intervenir directement. Alors, où nous en sommes aussi aujourd'hui? Tout d'abord au niveau diplomatique, je pense qu'il n'y a aucune raison de penser que le gouvernement israélien, fort de son succès militaire, ne revienne sur ses lignes rouges concernant un accord. Au contraire, les frappes sont censées, dans une perspective israélienne, avoir renforcé la position américaine dans les négociations et poussé les Iraniens à accepter un scénario à la libyenne. À ce stade, le plus probable, au vu de l'incertitude sur le devenir du programme nucléaire iranien et la difficulté de voir des négociations aboutir rapidement, comme je le mentionnais, est que le gouvernement israélien soit à la recherche de comment on impose un modèle libanais à l'Iran, à savoir mener des frappes quand c'est jugé nécessaire, sans que cela soit considéré comme une rupture du cessez-le-feu par les Américains. Je vois personnellement très mal les Israéliens, à ce stade, renoncer à leur liberté d'opération dans l'espace aérien au-dessus de l'Iran, comme ailleurs dans la région par ailleurs. Mais évidemment, il y a la visite de Benjamin Netanyahu à Washington le 7 juillet, et donc on aura beaucoup plus d'éléments là-dessus. Peut-être pour terminer, on voit quand même que la diplomatie pour régler la question iranienne sur le long terme est indispensable, mais ses chances de succès sont malheureusement limitées. Je crois qu'il est important de mentionner que la place des Européens dans la table des négociations est quand même remise en cause du fait du raidissement de leur position de manière significative, mais la porte est évidemment pas fermée. Je pense qu'il est peu probable que chacune des parties renonce à leur ligne rouge quand je le mentionnais et qui conviendra très probablement de trouver un moyen où chacun, États-Unis, Iran, sortent la tête haute des négociations. On parle de plus en plus d'un consortium avec d'autres États du Golfe. C'est pas une idée nouvelle, mais ça revient sur la table. Mais évidemment, c'est un défi qui est considéré par les experts le plus souvent comme peu réaliste. Dans tous les cas, c'est évident que l'équilibre des forces a changé, mais je crois qu'il est important de souligner que la reconfiguration est toujours en cours, justement parce que les conflits ne sont pas résolus, que ce soit Iran, Gaza ou Syrie. Voilà, je m'arrêterai là, merci. Merci beaucoup, Laure. C'était vraiment, je pense, extrêmement précieux d'avoir votre regard à la fois sur les perceptions à Téhéran et puis surtout également à Tel Aviv. Diplomatie indispensable, mais avec de nombreux obstacles. C'est évidemment la situation, je pense, que l'on constate de manière assez globale. Je me tourne maintenant vers Benjamin de Couverture pour développer justement peut-être plus globalement aussi les leçons, les implications que l'on peut déjà avoir des 12 jours de conflit, à la fois dans le domaine de la dissuasion et puis bien sûr de la prolifération. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, alors, en quelques minutes, d'abord, rappelons qu'il est jamais facile de tirer des enseignements durables d'une actualité, surtout quand elle est très chaude, mais
il est toujours utile de tâcher de replacer cette actualité dans le temps. Et c'est ce que je vais essayer de faire un petit peu. Alors, s'agissant de la matière stratégique qui nous occupe au premier chef à la Fondation, l'opération armée israélienne contre les cibles qui permettraient à l'Iran de projeter sa force à l'extérieur de son territoire est déjà très riche, indépendamment du fait de savoir dans quelle mesure les programmes balistiques et nucléaires ont été atteints, ont été entamés par ces frappes. Et au passage, je veux indiquer que se jeter sur les images satellitaires en source ouverte pour tâcher d'évaluer en mois ou en années le retard pris par le programme nucléaire pendant les 12 jours de bombardement israélien puis américain, et ça semble être devenu un petit peu le point de concentration du débat stratégique depuis le 20 juin, n'est pas inutile, mais est certainement très insuffisant. Quelles que soient les conclusions qu'on en tire à court terme, et avant même que l'AIEA, le cas échéant, soit invité à une vérification sur place. Parce que toutes les approches qui sont strictement capacitaires sont toujours insuffisantes. Ce sont les effets politiques, selon moi en tout cas, de l'exercice de la violence qui sont déterminants toujours, et non pas l'action violente en tant que telle. Parce que cette action, quelle que soit la taille d'un cratère dans le sol, par exemple, ne dit absolument rien de ce que les Iraniens en feront. Alors, je veux développer, moi, deux constats et puis tâcher de poser les termes un petit peu précis d'une question s'agissant de l'impact en matière de prolifération de notre affaire. Premier constat, euh, atteindre une situation de seuil nucléaire, je pèse mes mots, atteindre une situation de seuil nucléaire. Ici, j'ouvre une petite parenthèse pour bien distinguer une telle situation, qui finalement est assez inédite, d'une stratégie de seuil proprement dite, comme d'un état de latence nucléaire, parce qu'il me semble que ces termes sont un petit peu rendus confus dans le débat actuel. Une stratégie de seuil, rien ne dit aujourd'hui que l'Iran l'aurait endossé, même récemment. S'agissant de la latence nucléaire, c'est une notion qui est utilisée pour décrire à un moment donné un état des ressources et des capacités d'un pays. C'est tout à fait indépendant d'un critère d'intention, d'une intentionnalité. Donc, il faut vraiment distinguer ces sujets-là. Mais la situation de seuil nucléaire, parce qu'on peut peut-être tout de même la définir de cette manière s'agissant de l'Iran avant l'année 13, ne confère aucun attribut dissuasif. Et ça, je pense que c'est un constat qui est assez simple à faire, mais sur lequel il faut insister. Il est probable euh, que l'élite politique iranienne se soit convaincue depuis des années que se rapprocher du seuil nucléaire permettrait au pays d'asseoir une autorité, sinon un statut de puissance régionale. C'était une idée dont débattait la communauté stratégique, en tout cas mondiale, occidentale. Pour ma part, je suis absolument sûr du contraire depuis des années, et je pense qu'à présent, l'opération israélienne en fournit une illustration très forte, sans nuance. Par analogie, ce n'est pas le statut de puissance de seuil qui a dissuadé et avait dissuadé les puissances voisines de la République populaire démocratique de Corée d'intervenir militairement contre les installations des programmes balistiques et nucléaires nord-coréens dans la décennie 2000, c'était d'abord les risques que faisait porter la puissance militaire conventionnelle du régime nord-coréen sur les intérêts américains et sur la Corée du Sud voisine, et in fine, c'était les risques encourus par une telle aventure au regard de l'alliance militaire existante entre la RPDC et la Chine. Et il n'y a rien de tel dans le cas iranien. Ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, l'opération de contre-prolifération armée israélienne illustre, là encore, c'est un constat simple, la constance
d'une idée stratégique qu'Israël ne tient absolument pas pour secrète depuis plus de 20 ans. Aucun État ennemi d'Israël ne fut, n'est et ne sera toléré comme puissance possédant des armes de destruction massive, au premier chef des armes nucléaires, qui seraient susceptibles de mettre en péril l'État-nation israélien lui-même. C'est la doctrine dite Begin, formulée après l'attaque contre Irak en Irak en 1981 et qui n'a jamais été remise en cause depuis lors. Donc, il est inutile, je dirais, et sans aucun cynisme, de paraître surpris aujourd'hui par l'illégalité de l'action préventive qui a été menée. Elle l'était également en 1981. Elle le fut encore en 2007 contre le site nucléaire en construction d'Al-Kibar en Syrie. Et pour l'anecdote d'ailleurs, pour celles et ceux qui ne le savaient pas, le jeune régime iranien à l'époque avait également voulu détruire en 1980 le programme nucléaire irakien dans sa phase de lancement, mais ne l'avait pas fait car il n'avait pas les moyens d'une telle action préventive. C'est tout. Et Téhéran s'était alors grandement satisfait de l'opération Opéra qui avait été conduite par 8 chasseurs bombardiers F-16 israéliens contre l'Irak avec le succès qu'on l'on sait. Voilà, je pense que c'est bon de rappeler aussi cette anecdote. Alors maintenant, une question. Au regard de l'enjeu de prolifération, je pense que la question est la suivante. Est-ce que le régime mondial de non-prolifération sort fragilisé de notre événement? C'est pas une question facile. C'est pas une question facile, en dépit, me semble-t-il, à la lecture de l'actualité depuis 2 semaines, d'un certain nombre de certitudes qui s'étalent un peu vite, je trouve, dans la presse généraliste, mais aussi dans la presse spécialisée, selon lesquelles le TNP serait décidément en péril et qu'une cascade de prolifération pointerait à l'horizon là. Je rappelle, pour en rester à une histoire très récente, qu'on avait dit la même chose du partenariat AUKUS avec les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni en septembre 2021. On avait dit la même chose après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022. Respectivement, 5 ans et 3 ans et demi après ces événements, l'AIEA n'a toujours pas alerté sur un risque de prolifération qui se serait accru régionalement ou mondialement de l'un ou l'autre de ces faits. D'abord, faut-il le rappeler, Israël n'est pas État partie au TNP. Ensuite, les États-Unis, partis au TNP, avaient prévenu avant même le retour de l'administration Trump que l'option militaire pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire restait ouverte. C'était notamment dans la plateforme du candidat Biden. En outre, la contre-prolifération armée est évidemment chrysogène. Ça ne peut pas être autrement dans des proportions variables. Mais elle est génératrice. Est-ce qu'elle est génératrice de prolifération ou est-ce qu'au contraire, elle est inhibitrice de prolifération? Franchement, je serais bien embarrassé de répondre à cette question avec certitude et en tout cas, dans tous les cas. On peut très bien soutenir que le retard à nouveau pris par le programme et l'épée de Damoclès qui désormais pend au-dessus des velléités nucléaires militaires iraniennes sont de nature à mettre en garde d'autres candidats en rappelant que le coût d'un programme est vraiment élevé, peut être très élevé à tout niveau, et que ce coût n'est pas que rhétorique au Conseil des gouverneurs de l'agence à Vienne, où ne se mesure pas qu'en paquet de sanctions internationales. J'ajouterais que la fragilisation du TNP est un phénomène qui est historique et qui est multifactoriel. Il me semble probable que l'instrument continue de voir son autorité s'éroder dans le processus d'examen de ce traité, même si je rappelle que le consensus en faveur du TNP reste beaucoup plus élevé qu'on le pense souvent, et je crois que la dernière conférence d'examen de 2022 l'a vraiment très bien illustré. Mais l'accélération de l'érosion du TNP ne sera pas, si elle doit être, particulièrement due à l'opération israélienne contre les cibles iraniennes. Cette érosion est d'abord due à l'inefficacité du système international à empêcher un État parti au traité de se doter de l'arme nucléaire s'il le souhaite. Et à ce titre, ce sont les crises de prolifération nord-coréenne
et iraniennes au premier chef qui ont commencé par saper l'autorité du traité, c'est la perception d'une course aux armements stratégiques entre grandes puissances qui, à l'évidence, sapent l'autorité du traité, et ça depuis une bonne dizaine d'années maintenant. C'est l'irresponsabilité de la Russie, puissance nucléaire qui envahit un État voisin sous couvert de sa force de dissuasion, qui sape l'autorité du traité. C'est le mépris croissant avec lequel de nombreux États traitent la règle de droit international qui sape l'autorité du traité. Et donc, dans un environnement aussi délétère, l'opération israélienne du mois de juin, à mon sens, reste un événement très isolé. Et je ne vois pas que s'y concentrent disons, les ferments d'une révolution internationale contre le TNP. Non, pas du tout. Les traités multilatéraux, les régimes internationaux, le système international font écho à la sphère réelle des relations entre États, ils les prolongent, ils en témoignent. Okay. Le TNP n'a aucune raison de faire exception à cette règle. Mais l'action en contre-prolifération d'Israël ne vient pas particulièrement nourrir la fragilisation d'un ordre nucléaire mondial, si tant est qu'un tel ordre existe véritablement. Je finirai sur un point qui avait été abordé en introduction par Bruno, majeur. Est-ce que l'Iran va sortir du TNP? Selon moi, n'est pas la question qui importe le plus. Les autorités iraniennes, depuis 10 jours, on le sait, ont coupé les communications avec l'AIEA. La probabilité d'un scénario de sortie a sensiblement augmenté, mais comment est-ce qu'il pourrait en être autrement? C'est le contraire qui serait surprenant. Une question plus utile me semble être celle de savoir ce qu'une décision de sortie par l'Iran coûtera au TNP. Je ne dis pas coûtera à l'Iran, parce que, in fine, ce sont les Israéliens qui établiront ce coût pour l'Iran. Je dis bien coûtera au TNP. Et mon intuition est que ça ne coûtera pas si cher que cela au système dans son ensemble. L'ironie du sort ici, bah, c'est naturellement que le meilleur garant du régime de non-prolifération nucléaire mondiale pourrait bien être, par la force, par la constance de sa détermination armée unilatérale, un État qui est possesseur de l'arme nucléaire et qui ne fait pas partie du TNP. Ce serait un paradoxe de plus, mais on sait que le nucléaire militaire est continuellement générateur de paradoxes. Mais si l'Iran annonce une décision de sortie du TNP dans les semaines ou dans les mois à venir, alors, en revanche, il restera 3 mois de préavis, conformément à l'article 10 du traité, durant lesquels il incombera prioritairement aux États européens de rappeler à Téhéran ce principe de réalité paradoxale que je viens de formuler, je pense. Et dans ce laps de temps, alors, la diplomatie européenne, je pense, retrouvera vraiment une véritable utilité. Voilà, et j'en finirai là pour ces quelques mots. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette mise en perspective à la fois historique, géographique et puis surtout pour une véritable analyse complexe des différents paradoxes qui peuvent justement émailler ces implications de cette crise sur le régime de non-prolifération. Je constate que vous avez terminé, comme Laure d'ailleurs, par mentionner éventuellement le rôle des Européens et de notre pays dans cette crise. On aura normalement un petit moment pour des échanges, des questions-réponses, donc c'est peut-être quelque chose aussi qu'on pourra rediscuter. N'hésitez pas dès maintenant, si vous avez des questions, à les indiquer par écrit dans le module questions-réponses et on essaiera d'y répondre en direct. On a parlé bien sûr nucléaire, mais les frappes israéliennes ont aussi largement touché le programme balistique iranien, en particulier des sites de déploiement de lanceurs de missiles. C'est donc avec grand plaisir que je vais donner la parole à Alice Joyeux pour nous évoquer de manière un petit peu plus précise les implications de cette guerre au niveau balistique, mais aussi antimissile. Oui, merci Emmanuel. Effectivement, moi je vais revenir sur un volet beaucoup plus opérationnel que ce qui a été dit précédemment. Donc je vais commencer par le programme balistique iranien. Je vais revenir ensuite un petit peu sur l'opération en elle-même. Et ensuite, je vais terminer par les conclusions sur aussi bien les défenses israéliennes que iraniennes. Donc au niveau du programme balistique iranien, c'est un programme qui a commencé au moment de la fin de la guerre Iran-Irak et qui depuis cette date est vraiment un pilier de la stratégie de dissuasion conventionnelle de l'Iran. En fait, l'Iran n'a pas de force aérienne moderne qui est capable de frapper loin comme par exemple Israël. Et donc au contraire, l'Iran mise vraiment sur un arsenal massif de missiles balistiques
pour dissuader et punir d'éventuelles agressions. Donc on a les missiles balistiques, mais on a aussi, on l'a vu pendant l'attaque de juin, mais aussi en avril et en octobre 2024, beaucoup de drones et aussi des missiles de croisière qui sont partie intégrante de ce programme. Donc l'objectif de l'Iran est assez clair, c'est avoir enfin, ces missiles sont vraiment l'épine dorsale de sa doctrine pour pouvoir menacer des cibles stratégiques, donc des villes, des bases militaires ou des infrastructures énergétiques en Israël, mais aussi pour les autres pays du Golfe et pour les dissuader d'attaquer le territoire iranien. Donc l'arsenal iranien est composé d'une grande diversité de missiles. Je ne vais pas revenir en détail dessus, mais il y a trois catégories principales. D'abord des dérivés des Scud, donc c'est des missiles qui datent de la période soviétique. On va nommer par exemple le Shahab 3. Donc c'est des missiles qui sont assez peu précis et pas très très performants. Il y a aussi des missiles un peu plus performants, de moyenne portée, qui sont capables d'atteindre Israël. Donc par exemple le Gadir, les MAD ou le Segil. Il y a aussi des missiles encore plus performants avec des portées beaucoup plus importantes, au-delà des 2000 km. On a par exemple le Khaybar Shekan qui a été utilisé pendant les attaques, et aussi des missiles qui sont à tort qualifiés d'hypersoniques comme le Fatah 1 et le Fatah 2. Il faut bien comprendre au niveau du programme balistique que le volume, c'est vraiment une arme en soi. Avant juin 2025, on estimait environ 3000 missiles balistiques opérationnels en Iran, ce qui est quand même assez colossal. Et on a aussi un deuxième pilier dans cette stratégie, c'est une logique de dispersion de ces missiles et surtout des sites de lancement. Ils sont répartis vraiment dans des dizaines de bases partout en Iran, mais quand même surtout à l'ouest pour pouvoir atteindre Israël. Ces sites sont souvent souterrains. On a beaucoup de silos et de tunnels qui sont censés pouvoir protéger les sites et aussi avoir des salves qui vont être coordonnées pour vraiment saturer les défenses ennemies. La saturation, c'est vraiment un effet qui est recherché par la doctrine iranienne. Donc maintenant, au niveau de l'opération Rising Lion qui a été lancée le 13 juin par Israël, donc c'est une campagne militaire pardon, qui a une envergure sans précédent par rapport à l'Iran. Donc elle avait trois objectifs principaux: désorganiser la chaîne de commandement militaire iranienne, neutraliser les capacités balistiques et porter un coup décisif sur le programme nucléaire. Donc, je ne vais pas forcément revenir sur le programme nucléaire euh, puisque ça a déjà été fait. Mais donc, vraiment, Israël a justifié euh, cette attaque préemptive comme une nécessité de prévenir des représailles iraniennes massives par des missiles conventionnels ou à terme par une charge nucléaire. Et donc, vraiment, le but, c'était de faire une décapitation ciblée et d'anticiper vraiment un conflit prolongé. Le but, c'était de frapper les vecteurs balistiques avant même qu'ils soient lancés et de empêcher toute riposte par les centres de commandement iraniens. Et donc, d'ailleurs, l'opération a commencé par l'élimination physique d'une trentaine d'officiers supérieurs, dont le chef d'état-major général de l'armée, le commandement des gardiens de le commandant des gardiens de la Révolution et plusieurs figures du programme balistique iranien. Donc, au niveau des cibles, on a eu donc les infrastructures nucléaires, puisque dès le 13 juin, les sites de Natanz et de Ispahan ont été ciblés. On a eu aussi des frappes sur des sites un petit peu satellites, comme par exemple le site d'Arak, des sièges d'organisations scientifiques qui font des recherches sur les programmes nucléaires, les archives nucléaires à Téhéran, mais aussi des ateliers qui fabriquent des centrifugeuses. On le sait tous, également dans la nuit du 21 au 22 juin, l'US Air Force est également intervenu pour détruire les sites enfouis, et notamment celui de Fordo, grâce à ces bombes GBU 57, qui sont les seules à posséder. Euh, et ensuite, Israël dit avoir tué une quinzaine de scientifiques de haut niveau sur sur le programme nucléaire iranien. Au niveau des capacités balistiques, donc en parallèle des frappes sur les sites nucléaires, on a eu des frappes sur un grand nombre de sites balistiques, donc des sites de lancement, mais aussi des sites des dépôts et des sites de fabrication. Donc on peut nommer notamment Tabriz, Khorramabad et Kermashan, qui sont plutôt à l'ouest de l'Iran. Donc, ils abritent de grands nombres de missiles. Donc, c'est des sites qui ont notamment plusieurs tunnels qui ont été frappés, notamment leurs entrées. Comme ça, l'accès aux missiles qui étaient à l'intérieur n'était plus possible. On a aussi eu beaucoup de frappes sur des lanceurs mobiles et d'autres dépôts souterrains, notamment avec l'aide des F-15 israéliens.
Donc, par exemple, il me semble que Tabriz, dès le 13 juin, était inopérante. Et donc, comme je l'ai dit, au niveau des lanceurs, l'Iran a énormément de lanceurs mobiles. Et donc, Israël a utilisé des drones kamikazes qui ont été infiltrés par le Mossad sur le territoire iranien pour vraiment frapper ces lanceurs mobiles. Un grand nombre d'entre eux avaient été repérés suite aux attaques en avril et en octobre 2024. Et donc, en fait, à chaque activation à distance de ces lanceurs, on a une détection d'un signal radar ou thermique qui permet de les éliminer extrêmement rapidement. D'après l'armée israélienne, ils auraient détruit environ 120 de ces lanceurs mobiles, ce qui serait a priori environ un tiers du parc total iranien, ce qui est quand même assez colossal. Euh, Au niveau ensuite des commandements des radars et des défenses, c'est un autre aspect qui est très important pour notamment la liberté d'action d'Israël pour pouvoir frapper par la suite les infrastructures nucléaires notamment. Très tôt, ces sites de commandement de radars et de défense ont été ciblés, notamment le réseau de radars de Katam Al-Anbia qui est une sorte de nœud tout autour du pays. Donc on a 80 batteries au moins de sol-air qui ont été détruites ou neutralisées, notamment des S-300 russes, des systèmes iraniens qui sont des équivalents du S-300 qu'on appelle Balvar 373 et des Cordat 15. Donc, ils ont été détruits à nouveau par des drones, mais également par les F-35 capables de pénétrer dans la profondeur stratégique de l'Iran. Donc, les moyens globaux qui ont été employés sont assez impressionnants. On aurait environ 1000 sorties aériennes qui ont été réalisées avec un engagement simultané de plus de 200 appareils dans les premières vagues, ce qui est vraiment énorme. Euh, Pendant les premières heures, rien que pendant les premières heures, on a 330 munitions de précision qui ont été larguées et des milliers d'armes guidées, donc des bombes et des missiles type Popeye, Delila, etc., dans les jours qui ont suivi. Et vraiment, sur cette attaque, la logistique, ça a été un point clé pour son succès. L'armée israélienne s'est vantée d'avoir fait plus de 600 ravitaillements en vol pendant 12 jours, donc grâce à ces ravitailleurs, mais aussi par une aide de l'US Air Force. Et ça a été aussi possible, les trajectoires de pénétration aérienne ont été possibles par une ouverture des espaces aériens jordaniens et irakiens avec l'accord américain. Donc, en plus des frappes, on a eu un soutien de guerre électronique, de brouillage radar et de désactivation des communications iraniennes qui a vraiment désorganisé euh, la réponse iranienne. Donc, maintenant, pour la défense antimissile, que ce soit côté israélien que iranien, ça a été vraiment une épreuve de vérité pour les systèmes des deux côtés. Donc, d'abord, pour le système israélien, on aurait environ 550 missiles balistiques et plus de 1000 drones qui ont été lancés par l'Iran pendant ces 12 jours pour vraiment saturer, comme je l'ai dit au début, les défenses israéliennes. D'après Israël, on aurait 90% d'interceptions qui auraient été réussies. Je crois que c'était environ 80% pour les attaques de 2024, donc on a une augmentation. Et en fait, ils ont vraiment appris de ces attaques précédentes de l'année dernière. Donc, on peut expliquer ce succès par plusieurs éléments. D'abord, une architecture multicouche intégrée qui est très efficace et qui est un petit peu unique dans le monde. Donc, Israël a simultanément des systèmes stratégiques, donc de très longue distance, les Arrow 2 et les Arrow 3. Les Arrow 3, ils sont capables d'intercepter en exo-atmosphérique. Ils ont ensuite des systèmes opératifs, donc le David Sling, et tactique, le Dôme de fer qu'on connaît tous très bien. Euh, et donc, cette redondance entre les systèmes crée une logique de shoot, le look shoot, c'est-à-dire que c'est un maillage qui permet de compenser les lacunes d'effectivement certains systèmes, s'il y en a. Ensuite, il faut vraiment appuyer l'interopérabilité entre les États-Unis et Israël. On a eu une forte contribution des batteries de SAD et des destroyers Aegis situés en mer pour vraiment alléger la pression sur les défenses israéliennes, mais également l'aide de radars avancés, une coordination du commandement et l'apport des satellites américains, notamment par les systèmes Spears, qui ont vraiment, vraiment aidé la coalition, en quelque sorte, à combattre les missiles iraniens. Et ensuite, on a une maîtrise des drones assez impressionnante. À environ 99% des drones menaçants auraient été interceptés. Donc, la stratégie de saturation, d'attrition asymétrique iranienne a complètement été annihilée par les, par les, par les défenses israéliennes. Mais il faut quand même
apporter un petit point de mitigation sur ce succès, parce que le succès opérationnel est très fort, mais on a eu quand même un coût stratégique aussi très important, puisqu'en 2 semaines, Israël a consommé une partie colossale de ses stocks de missiles, qui sont, il faut le rappeler, à plusieurs millions d'euros l'unité. On aurait été compté 40 missiles Arrow utilisés et 39 SAD, sachant que, on est capable de construire 32 SAD par an. Donc, c'est quand même beaucoup. Et donc, on peut se poser la question de si il y avait un rythme maintenu de la part d'Iran des attaques, est-ce que vraiment structurellement Israël aurait été capable de tenir cette défense à ce rythme-là? Et donc, c'est peut-être un avertissement pour l'avenir, quelque chose sur lequel Israël et ses alliés doivent réfléchir. Et maintenant, pour terminer, sur la défense aérienne de l'Iran, elle s'est avérée complètement efficace sur la profondeur stratégique du pays. Euh, il faut savoir que on parle beaucoup du programme balistique, mais l'Iran se vante beaucoup des investissements qu'ils font en défense anti-aérienne sur des moyens sol-air qu'ils modernisent énormément. Mais on n'a aucun avion israélien qui a été abattu et l'aviation iranienne, de toute façon, est restée quasi invisible. Et là encore, les causes sont assez multiples. On a une asymétrie entre la technologie et la doctrine iranienne. On a des systèmes qui sont nombreux, mais qui sont souvent obsolètes. On a beaucoup de S-200, des systèmes HAWK qui sont très anciens et qui sont très faiblement interconnectés. Et donc, ce matériel, on a aussi des systèmes plus performants comme les S-300, mais qui sont finalement en nombre assez réduit. Et donc, on a vraiment un déséquilibre entre le matériel et aussi une doctrine qui n'est pas unifiée, une défense qui serait multicouche, comme on pourrait le voir en Israël. Il est absolument certain que que la neutralisation préemptive d'Israël, dès les premières heures, a vraiment mis à mal la défense aérienne iranienne, puisque donc les drones kamikazes, le brouillage électronique, les missiles, etc., ont vraiment rendu aveugles tous les systèmes iraniens. On a aussi la désorganisation stratégique, puisque les chefs des programmes balistiques et de défense en général iraniennes ont été éliminées dès le 13 juin. Donc forcément, ça a désarticulé la défense et la chaîne de commandement et l'a rendue au moins partiellement inefficace. Et donc, ça a donné une supériorité israélienne assez sans contexte. 1000 sorties de combat en 12 jours, c'est beaucoup. Et puis, ils ont pu frapper Téhéran, qui est quand même qui est la capitale et qui est censée être la mieux défendue, sans aucune opposition. Et juste avant le cessez-le-feu, il y en a un radar actif iranien qui s'est allumé et il a été immédiatement intercepté par la défense israélienne. Donc, vraiment, l'initiative tactique a été présente jusqu'au bout. Donc, en conclusion, on a deux modèles stratégiques qui sont opposés dans ce conflit de 12 jours. D'un côté, une dissuasion active, mobile et technologiquement très avancée du côté d'Israël, et de l'autre, une dissuasion statique qui repose sur la saturation et sur le volume du côté iranien. Et on a eu une supériorité israélienne des deux côtés, aussi bien en défensif qu'en offensif. Mais il faut quand même noter que c'est une équation qui reste fragile. La protection a été extrêmement coûteuse pour Israël et pour ses alliés. Et l'épuisement rapide de ces stocks, dès le 18 juin, Israël a demandé aux États-Unis un renfort de capacité de défense, a porté une forte pression mais pose la question de la soutenabilité d'une guerre longue pour Israël. Et donc, si Téhéran tire les leçons de son échec, euh, et si Téhéran a le temps de le faire, si Israël laisse à Téhéran le temps de le faire, on pourrait avoir une confrontation moins déséquilibrée à terme. Mais tout dépend de Téhéran d'un côté et d'Israël et des États-Unis de l'autre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Alice, pour ces éléments vraiment essentiels pour comprendre réellement à la fois comment c'est monté les différentes opérations et surtout leurs implications. Vous commenciez en disant que les programmes balistiques étaient vraiment au cœur de la dissuasion conventionnelle iranienne. Laure Fuchet a mentionné le fait que cette stratégie avait sans doute été anéantie et donc évidemment ça pose la question de l'évolution et de la manière dont l'Iran va être capable de réagir à ces échecs. Alors, on a un certain nombre de questions. Je vous propose de
de les lire un petit peu tout ensemble. Et puis ensuite, je redonnerai la parole à nos intervenants pour leurs réactions. Ils pourront choisir un petit peu les différentes questions auxquelles ils souhaitent répondre. Je vais peut-être commencer par quelque chose que je voulais mentionner de mon côté. Dans une interview ce matin dans Le Monde, le ministre Jean-Noël Barrot était interrogé sur l'éventuelle reprise des négociations et surtout sur leur périmètre. Et donc, la question était de savoir si on pourrait repartir sur le périmètre de ce qui était négocié en 2015 avec le plan d'action conjoint. Et le ministre répondait que non, manifestement, il faudrait désormais intégrer le programme balistique et aussi les agissements ou la manière dont l'Iran agit sur la scène régionale. Dans quelle mesure est-ce que ça est réaliste et finalement pour aussi euh, euh, compléter avec l'importance de ce programme balistique pour l'Iran? C'est peut-être une question à laquelle certains d'entre vous pourront répondre. D'autres questions, l'une porte sur un éventuel essai nucléaire. Donc, évidemment, l'Iran n'a jamais conduit d'essai nucléaire. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisageable et à quelles conditions? Et surtout, en l'absence d'essai nucléaire, est-ce qu'on pourrait penser que l'Iran est réellement, est-ce que l'idée d'une capacité nucléaire iranienne pourrait être crédible? J'ai deux questions techniques sur le programme balistique et antiaérien iranien. La première, c'est comment s'articule et s'organise ce programme balistique entre l'armée régulière et les forces des gardiens de la révolution. Et puis une question sur la reprise de l'espace aérien iranien. Est-ce que l'aéroport de Téhéran est réouvert? Si vous avez des informations à ce sujet. En termes de prolifération, on a mentionné le fait que cette notion de cascade de prolifération, c'était pas forcément vérifié jusqu'à maintenant, mais on a une question néanmoins sur le programme saoudien et s'il y a eu des choses qui se sont passées à ce niveau-là depuis le début de la crise. Euh, et puis, une question sur la politique régionale. Quelles leçons stratégiques le régime iranien pourrait tirer de l'offensive israélienne? Est-ce qu'on peut s'attendre à un durcissement de sa doctrine? Est-ce qu'il a encore les moyens politiques de réagir par rapport à ça? Et enfin, dernière question, on a parlé des conséquences sur le TNP de cette crise. Est-ce qu'il y en a également sur le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires? Alors, beaucoup de questions assez variées. Ce que je propose, c'est de redonner la parole à nos différents panélistes dans l'ordre des interventions et puis on conclura à l'issue autour de 13 heures. Bruno, je vous redonne la parole. Bruno, est-ce que vous nous entendez? Alors, on va peut-être commencer par Laure, du coup, si c'est possible. Oui, pardon. Oui, c'était. Bon, moi, je vais peut-être prendre seulement la dernière question sur la question de la politique régionale. Je crois que Alice a en partie répondu déjà à cette question. C'est que est-ce que Téhéran va tirer les leçons de son échec s'il y a une nouvelle confrontation avec Israël? Et est-ce que Israël va laisser le temps à l'Iran de tirer les leçons de cet échec-là? Je pense que c'est très bien dit. Et ça répond en tout cas sur le plan tactique et stratégique. Après, ce qu'on peut ajouter, c'est que effectivement, Téhéran a quand même peu de cartes en main. C'est ce que j'essayais de souligner dans ma présentation. Aujourd'hui, les options sont quand même très réduites. Encore une fois, vraiment tous ces piliers de dissuasion se sont vraiment effondrés. Donc, ça voudrait dire de vraiment repenser entièrement la doctrine stratégique iranienne sur comment avoir de regagner en influence, quelles ambitions régionales. Enfin voilà, il y a vraiment un reset à faire. Après, ne pas avoir beaucoup de cartes en main, ça ne veut pas dire que l'Iran n'en a pas du tout. Je crois quand même que les frappes sur la base américaine au Qatar était aussi un signal des capacités que pourrait utiliser l'Iran à terme. Donc voilà, je pense qu'il faut être assez nuancé. L'Iran a des options très réduites dans lesquelles il va devoir naviguer avec les contraintes que je pense qu'on a suffisamment mentionnées pendant le séminaire. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Iran n'a plus de capacité de nuisance du tout. Euh, voilà, je vais m'arrêter là, je pense que c'est suffisant.
Merci beaucoup. Je ne sais pas si Bruno... Oui, je suis là. Donc, voilà. deux points rapidement. Personnellement, j'ai toujours été extraordinairement sceptique du caractère fructueux du cycle lancé par les États-Unis et l'Iran il y a quelques semaines. Je pense que tout ça est un vaste théâtre et que ni l'un ni l'autre n'y croyait vraiment. Et je ne crois absolument pas que le timing de l'opération israélienne ait été déterminé par la croyance en Israël sur laquelle ces négociations pouvaient réussir. J'y crois d'autant moins aujourd'hui que je constate que l'élargissement auquel la France a procédé avec d'autres pays, des buts de négociation, alors qui datent déjà de 2018. Il faut quand même rappeler que les trois volets, ce sont les trois volets de Macron en 2018, tenant compte en cela déjà de la position américaine sous Trump 1. Mais dès lors que la France et quelques autres pays européens ont mentionné un objectif de zéro enrichissement, tout ceci est totalement, mais alors totalement improbable. Voilà, ce n'est que dans une configuration qui n'existe pas aujourd'hui, qui est d'un régime au bord de l'effondrement, qui décide de sauver sa peau, ou d'un autre régime, que ce type de négociation pourrait reprendre. Sur l'essai, bah, c'est pas totalement impossible de faire un essai avec de l'uranium à 60%, à condition bien sûr que l'étape de conversion, ou plutôt de reconversion en métal, soit faite. En tout cas, c'est pas techniquement complètement impossible. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que c'est nécessaire pour la crédibilité? Bah, demandez à Israël. Israël n'est pas réputé avoir fait un essai. Il est considéré par 192 ou 193 pays comme ayant l'arme atomique. Donc, vous avez la réponse. Merci beaucoup. Benjamin, si vous avez des éléments supplémentaires. Ouais, peut-être quelques éléments. Alors, attends, il y avait une question sur essai, oui. Alors, bah, non, oui, non, l'Iran n'a pas procédé à un essai sur le nucléaire. Ça se saurait pourquoi? Parce que, très certainement, si c'était le cas, on le saurait sans doute grâce au système international de contrôle de la commission préparatoire de la réalisation du traité d'interdiction complète des essais qui se trouve à Vienne. Pourquoi? Parce que le système est opérationnel mondialement à plus de 90%, je crois, à peu près aujourd'hui, et que s'agissant du territoire iranien, alors l'Iran a signé le traité en 2016, mais il n'a jamais ratifié. Cela étant, s'agissant du territoire iranien, une installation a été installée et certifiée. Il y en a deux qui ont été installées, qui n'ont pas encore été certifiées. Et il y en a une qui doit être installée, le tout sur trois ou quatre emplacements. Donc, s'il y avait un essai nucléaire, très certainement, les différentes stations de contrôle du système international de l'OTIS le détecteraient. Capacité nucléaire iranienne crédible sans essai, vous avez la réponse de Bruno. Après, on peut se demander si la perception des voisins vis-à-vis d'une capacité sans essai iranienne serait la même que celle que nous avons tous d'Israël depuis lors, ce qui évidemment n'est pas avéré. Reprise des négociations, je reprends une autre question qui a été posée dans l'auditoire sur la base de ce qui avait été négocié entre 2012 et 2015, non selon notre ministre des Affaires étrangères qui entendrait, on le sait bien, hein, parce que la France le répète depuis des années, ajouter des capacités balistiques à minima. Alors, sur ce point, je dirais surtout que la question est tellement prématurée et que la comparaison avec l'accord de 2015 est tellement malvenue dans les circonstances actuelles que la question ne me semble pas enfin, très adaptée, quoi. Je pense que ce ne sont plus dans ces termes-là que la question de négociation possible peuvent se poser. Programme saoudien, très rapidement. Alors, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis la crise, parce que c'était quand même il y a très, très peu de temps et qu'il s'agit d'une très, très longue histoire qui ne se modifie pas en une semaine ou deux. Mais sachons et rappelons tout de même que les États-Unis sont en train de finaliser un accord de coopération nucléaire bilatérale avec l'Arabie saoudite.
que par ailleurs, le Royaume n'a jamais caché qu'il lancerait un programme nucléaire, filière uranium enrichi, filière plutonigène, si l'Iran se dotait d'armes nucléaires, et que cette position n'a jamais été modifiée, n'a pas raison de changer, donc voilà. Et puis c'est tout ce que je dirais sur ces quelques questions. Merci beaucoup. On conclut avec Alice. Oui, pour les deux questions un peu plus techniques. Alors, pour l'espace aérien iranien, je crois qu'il est rouvert, mais que la majorité des avions continuent à le contourner. Je pense que l'aéroport est également rouvert, mais bon, ça dépend des compagnies aériennes, si elles veulent l'utiliser ou non. Ensuite, au niveau de l'articulation du programme balistique entre l'armée régulière et les forces des gardiens de la Révolution, c'est très majoritairement les gardiens de la Révolution. L'armée régulière est vraiment plus sur la défense du territoire national. Il y a une armée, enfin, il y a une force armée de terre, armée de l'air et navale. Mais vraiment, sur le balistique, c'est beaucoup plus la force aérospatiale des gardiens de la Révolution. Et c'est un peu la même chose en fait pour les défenses antiaériennes. L'armée régulière a certains systèmes, mais c'est plutôt de la courte portée, moyenne portée, et les systèmes de plus grande portée, donc équivalent du S-300 ou même S-300, c'est vraiment aux mains des gardiens de la Révolution. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces éléments d'analyse. C'est évidemment une situation évolutive que nous allons continuer à suivre à la FRS. Vous pouvez déjà retrouver sur notre site, notamment dans le bulletin de l'Observatoire de la dissuasion, un article de Benjamin Couverture sur la les implications en termes de dissuasion de cette crise iranienne. On a également une note de Laure Fouché et d'Ilahi Berissi que je vous invite à lire sur la stratégie israélienne et une note très récente de Wendy Ramadan-Alban sur l'impossible normalisation du programme nucléaire iranien qui vraiment fait aussi un retour historique et essaye de comprendre ce qui est particulier à ce programme-là. Enfin, comme je le mentionnais tout à l'heure, le webinaire qu'on a organisé le 23 juin est disponible en ligne et reste vraiment extrêmement intéressant pour bien comprendre les positionnements des différents acteurs. Et celui que nous avons eu aujourd'hui devrait être disponible également sur le site la semaine prochaine. Voilà, je vous remercie encore une fois à tous de nous avoir suivis et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir tout le monde.